La Hongrie, après les élections, un nouveau visage, mais la même ligne de front face à Bruxelles. Partout en Europe, on répète en boucle la même formule, la Hongrie serait enfin redevenue docile, libérale et alignée. Cela sonne grand, cela sonne historique, cela ressemble à une victoire. Mais ce récit a un problème, et ce problème, ce sont les faits concrets. Sous le nouveau gouvernement, le pétrole russe reste à l'ordre du jour. Sur le crédit européen destiné à l'Ukraine, la Hongrie ne souhaite toujours pas contribuer. Une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne est rejetée. Après la guerre, les sanctions contre la Russie devraient être levées et Kiev devrait enfin modifier sa loi linguistique afin que la minorité hongroise puisse utiliser sa langue avec une protection juridique. Ce n'est pas une politique d'apaisement, c'est la même fermeté sous un nouvel emballage. Et c'est précisément là que la situation devient embarrassante pour tous ceux qui ont déjà lancé les confettis. À Berlin comme à Bruxelles, on célèbre comme si une coalition verte de salut avait pris le pouvoir. Pourtant, dès qu'on observe froidement les partis, l'image est tout autre. Le parti TISA est souvent décrit comme un mélange entre une CSU, dure des années 80, et l'AfD. Fidesz reste national-conservateur et critique envers l'Union européenne. Mi-Azang se situe encore plus à droite. Où est donc cette grande percée de la gauche dont on parle sans cesse? Où est ce nouveau modèle de politique progressiste? Il n'existe que dans les titres médiatiques, pas dans la composition réelle du Parlement. Et cela devient encore plus évident quand on parle de démocratie. Pendant des années, Orbán a été présenté comme un autocrate, comme un épouvantail pour l'ordre européen. Puis vient l'élection, il perd, et que se passe-t-il? Il accepte le résultat et félicite son adversaire. Pas de chaos, pas de refus, pas de mise en scène dramatique. Et dans le même temps, en Roumanie, une élection a été annulée parce que le mauvais candidat avait gagné. C'est précisément là que le masque tombe. Pour beaucoup, la démocratie ne vaut que lorsque le résultat correspond à leur vision du monde. Dès qu'un résultat dérange, on manipule, on relativise ou on invoque l'état d'urgence. Puis la scène se déplace à Bruxelles. Ursula von der Leyen célèbre une victoire des libertés fondamentales, appelle à l'unité et rappelle la résistance historique de la Hongrie. Cela sonne comme un grand récit de libération et depuis l'Allemagne, le cœur reprend en écho. Göring-Eckardt affirme que Poutine et Trump seraient hors jeu, que l'Europe aurait repris la main et même que l'AfD perdrait un allié. Le problème, c'est que ces déclarations passent complètement à côté de la réalité politique. Si les positions centrales d'Orbán se poursuivent, alors ce sentiment de triomphe n'est pas une analyse, mais un simple exercice de pensée souhaité en continu. Quiconque regarde les choses honnêtement ne voit pas de renversement idéologique, mais une continuité sur les dossiers essentiels. Énergie, financement de l'Ukraine, sanctions politiques, migratoires, souveraineté nationale. C'est précisément sur ces points que la nouvelle direction reste étonnamment proche de la ligne qu'elle est censée avoir dépassée. Il ne s'agit donc pas d'une véritable rupture, mais d'un changement de pouvoir à l'intérieur d'un cadre profondément enraciné en Hongrie. Et ce cadre n'est ni vert, ni de gauche, ni sans limite, mais clairement guidé par des intérêts et prêt à l'affrontement. Cela apparaît particulièrement dans le grand paquet de crédits pour l'Ukraine. La nouvelle direction s'appuie sur ce qu'Orbán a déjà négocié à Bruxelles. La Hongrie et la Slovaquie ne sont pas censées y participer. En substance, cela signifie que le prétendu nouveau cap bénéficie directement de l'ancien. Il faut vraiment en prendre la mesure. D'abord, Orbán est critiqué comme un bloqueur, puis son résultat est repris parce qu'il sert les intérêts nationaux et malgré tout cela est présenté comme un nouveau départ pro-européen. C'est du théâtre politique destiné à un public qui ne vérifie pas les détails. Et c'est précisément pour cela que nous sommes arrivés à un point où il n'existe plus que deux trajectoires réalistes. Soit le nouvel homme à Budapest devient à moyen terme un contrepoids au sein de l'Union européenne comme Orbán avant lui. Soit il tente une adaptation complète à Bruxelles et perd ainsi le soutien dans son propre pays. Il n'y a pas d'autre option dans cette configuration. Tout le reste relève de l'habillage médiatique séduisant en apparence mais voué à se briser face aux réalités du terrain. Première voie, et elle est loin d'être improbable, Péter Magyar maintient une politique de souveraineté ferme et devient progressivement un nouvel élément perturbateur pour la ligne bruxelloise. Non pas par volonté de copier Orbán, mais parce que l'électorat hongrois est particulièrement sensible à ces enjeux. La migration n'est pas un sujet abstrait de débat académique, mais un véritable test de crédibilité politique. Celui qui relâche la position aux frontières perd la confiance. Celui qui tient la ligne nationale reste légitime. Cette logique n'a rien à voir avec une couleur partisane, mais avec la survie politique
Deuxième voie, et c'est l'espoir de nombreux responsables européens, il deviendrait une figure malléable adoptant progressivement les exigences venues de Bruxelles. Mais ce chemin porte en lui une charge explosive. La Hongrie a besoin des fonds européens actuellement bloqués pour stabiliser son économie. Or, ces fonds ne sont pas accordés sans condition et la plus exigeante concerne justement la politique migratoire. En clair, pour obtenir l'argent, il faut changer de cap. Mais changer de cap, c'est risquer de perdre son ancrage intérieur. C'est un étau dont on ne sort pas sans dommages. C'est pourquoi le récit d'une transition douce relève d'une grande naïveté. Il n'existe pas de voie médiane sans coût entre les exigences de Bruxelles et la volonté majoritaire en Hongrie. Celui qui sous-estime ce conflit ne comprend pas la mécanique de ce système. Soit vous subissez la pression de Bruxelles, soit vous encaissez le rappel à l'ordre de votre propre population. À long terme, l'un des deux camps finit par vous broyer. C'est précisément pour cela que le scénario d'une adaptation totale ressemble davantage à une illusion de court terme qu'à une stratégie viable. Regardons le levier suivant que tout le monde connaît, mais que beaucoup minimisent volontairement le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Une adhésion accélérée n'obtiendra pas le feu vert de la Hongrie. Point final, ce n'est pas un détail secondaire. C'est un facteur de pouvoir central car dans ce type de décision, ce ne sont pas les conférences de presse qui comptent, mais les voix dans les instances. Et si en plus des signaux similaires viennent de Slovaquie, alors se forme un axe capable de freiner concrètement la politique d'élargissement. Peu importe à quel point on parle en parallèle d'un redémarrage historique. S'ajoute à cela la question des sanctions. L'idée de vouloir sortir des sanctions contre la Russie après la guerre reste d'actualité. Là encore, cela ne correspond pas à l'image d'une Hongrie totalement réorientée. Si l'on met ces éléments bout à bout, un schéma apparaît. Dans les récits chargés de morale, tout semble annoncer une rupture. Mais dans les décisions concrètes, beaucoup de choses restent inchangées. La politique ne se décide pas à l'intensité des discours moraux, mais à travers des décisions qui influencent directement les coûts de l'énergie et la sécurité. Et derrière tout cela, la pression économique agit comme un moteur discret mais déterminant. Dans le débat, il est souvent avancé que la Hongrie a été soumise pendant longtemps à des pressions politiques massives et à diverses formes de représailles. Cela va des blocages financiers jusqu'aux atteintes à sa stabilité économique. De cette situation naît une contrainte claire, obtenir des ressources sans renoncer à son cap fondamental. C'est précisément à cet endroit que se jouera le verdict sur Péter Magyar, savoir s'il sera perçu comme un adversaire d'Orbán ou comme son successeur sous une autre forme. Ce ne sera pas dans les plateaux de télévision que cela se décidera, mais dans les négociations concrètes sur les finances, les frontières et les compétences. Et il faut aussi regarder du côté de l'Allemagne, car beaucoup font comme si tout cela ne nous concernait pas, alors même que nous sommes nous-mêmes profondément engagés dans un déficit budgétaire. L'endettement a fortement augmenté, l'inflation reste une menace, et malgré cela, l'Allemagne est appelée à participer à ce mécanisme de crédit. Tandis que certains cherchent à alléger leurs charges chez nous, de nouvelles obligations sont présentées comme inévitables. C'est à ce moment précis que la politique extérieure rejoint directement le quotidien. Non pas de manière abstraite, mais à travers les prix, les priorités et les marges de manœuvre politiques. Si l'on veut comprendre ce qui est réellement nouveau dans cette élection, il faut ignorer les discours triomphants et observer les positions sur le pétrole, les crédits, la migration, les sanctions et l'élargissement de l'Union. C'est là que se trouve la réalité. Le changement de pouvoir à Budapest a remplacé des visages, mais n'a pas déplacé les plaques tectoniques. Tant que ces fondations restent les mêmes, le conflit entre souveraineté nationale et interventionnisme bruxellois demeure intact. Cette analyse ne plaira pas à tout le monde car elle contredit un récit confortable. Mais le confort n'est pas un critère politique. Ce qui compte, ce sont les décisions prises qui paient et qui bloquent. À ce niveau, la Hongrie ne donne pas l'image d'une soumission, mais plutôt celle d'une continuité dans le bras de fer avec de nouveaux acteurs. Celui qui comprend cela tôt saisira aussi pourquoi le prochain conflit au sein de l'Union européenne ne surviendra pas malgré cette élection, mais à cause d'elle. Partage cette vidéo, partage cette